Les antipodes. Bonsoir, je suis Yop du montage et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 10. Alors je dis épisode 10 mais j'aurais pu aussi bien l'appeler épisode 9 partie 2 parce que c'est la suite de l'émission qui a été enregistrée en octobre avec Vanille, Dan, Xaramoli et Indigo. Alors je suis désolé de vous avoir autant fait attendre entre l'enregistrement de l'émission en octobre quand même et sa parution au format podcast en janvier. Alors, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je vais tâcher de faire mieux pour la saison 2. Je vais prendre un peu de temps pour l'organiser, trouver des nouveaux sujets, des nouveaux invités et prendre vraiment mon temps pour qu'on ait une saison 2 avec un rythme mensuel, un vrai rythme, sans aucune interruption. Dans l'émission précédente, vous avez pu écouter mon affaire ainsi que celle d'Indigo et aujourd'hui ce sera au tour des sujets de Vanille et de Dan. On a eu un problème avec l'enregistrement de Xara qui n'a tout simplement pas fonctionné, alors j'ai pas pu l'intégrer dans l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur les évadés d'Alcatraz, c'était le sujet qu'elle a traité pendant le live, eh bien je vous mets en description le lien du replay sur Twitch. Je pense qu'on essaiera quand même de sortir cette histoire en podcast, soit j'essaierai de retravailler l'enregistrement du replay Twitch, ou alors on réenregistrera avec Xara tranquillement. Mais pour le moment, je vous laisse en compagnie de Vanille et de Dan, et je vous dis à très bientôt pour la saison 2. Donc, je vais vous parler de l'affaire de la disparition des enfants Sodder. Je ne sais pas si ça se dit Sodder, mais bon, je vais dire Sodder. Donc, ça se passe aux États-Unis, pas loin de Fayetteville, en 1945, un 24 décembre, donc la veille de Noël. C'est la nuit, la famille Sodder est en train de dormir paisiblement. La famille Sodder est composée des parents George et Jenny Sodder, ainsi que leurs 9 enfants âgés entre 2 et 17 ans pour la plus grande. Ils viennent de passer Noël tous ensemble, c'était cool, à 22h la fête se termine et tout le monde se prépare pour aller dormir. Mais les enfants, toujours un peu excités par leurs cadeaux, demandent à veiller un peu plus tard, notamment Maurice, 14 ans, et Louis, de 9 ans. Et leur mère, Jenny, leur dit « Pas de problème, mais alors faut que vous rentriez vous-même les vaches et les poules avant de dormir. » Ils disent « Ok. » Et tout le reste de la famille va se coucher. À 00h30, coup de téléphone. La mère se réveille, elle descend pour répondre. En descendant, elle remarque que les lumières sont toujours allumées et les rideaux sont grands ouverts au rez-de-chaussée. Et elle trouve ça bizarre parce que normalement, ces enfants ont l'habitude de s'en occuper avant d'aller dormir. Mais bon. Elle décroche le téléphone et elle dit que c'était une femme au bout du fil et qu'elle ne la connaissait pas. Elle avait l'air de s'être trompée de numéro. Elle était sûrement bourrée parce qu'elle entendait des bruits de fête à l'arrière, des gens qui rigolent et des bruits de verre et de vaisselle. La femme aurait rigolé bizarrement, puis Jenny a raccroché. La mère voit une de ses filles endormie sur le canapé. Elle se dit que c'est elle qui a dû oublier d'éteindre la lumière. Donc elle le fait. Elle éteint, tire les rideaux et remonte se coucher. Soudain, seulement une demi-heure plus tard, vers 1h du matin, elle est réveillée à nouveau par un gros bruit venant du toit. Quelque chose a l'air d'être tombé sur le toit, puis elle entend un truc qui roule. Fatiguée et n'entendant rien d'autre, elle n'y prête pas attention et elle se rendort. 30 minutes plus tard, nouveau problème, mais de taille cette fois, de la fumée monte jusque dans sa chambre. La maison prend feu. Il est 1h du matin. Elle se lève, va dans le bureau de son mari et voit que près du téléphone et de la boîte de fusibles, y a le feu. Il semble être parti de là. Elle réveille son mari et ils vont tous les deux commencer à aller réveiller tout le monde, toute la famille. Au final, les parents et seulement 4 de leurs enfants arrivent à sortir de la maison sains et saufs. Il reste donc Betty, Jenny, Louis, Martha et Maurice à l'intérieur, à l'étage, qui dorment dans 2 chambres différentes. Le père, George, tente de retourner les sauver, mais il est coincé par les flammes dans les escaliers. Du coup, il sort, il va essayer de s'y rendre d'une autre manière, par l'extérieur. Il fait le tour avec ses fils. Il cherche partout leur échelle qui n'est plus à sa place. Bizarre.
Il monte alors dans une de ses 2 voitures de travail. Il veut les bouger le long de la maison pour pouvoir monter dessus et accéder aux fenêtres. Mais là encore, bizarrement, pas de bol. Ou comme j'aime bien dire, comme par hasard, les voitures ne démarrent pas. Pourtant, elles marchaient bien la veille. Georges tente alors d'escalader pieds nus le mur de la maison et il parvient à casser la vitre du grenier. Et d'ailleurs, il se coupe le bras en le faisant. Mais ça ne fait pas plus avancer le schmilblick. Au final, ils sont tous bloqués à l'extérieur, enfin ceux qui ont réussi à sortir, et ils ne peuvent rien faire pour rentrer dans la maison. Ils sont obligés de la regarder brûler pendant que Marion, une de leurs filles, qui avait réussi à sortir avec eux, court chez les voisins pour utiliser leur téléphone et appeler les pompiers. Les pompiers ne répondent pas. Un homme qui passait par là en voiture et qui a aperçu les flammes a lui aussi appelé les pompiers, mais encore une fois, personne n'a répondu. Les gens du quartier sont en mode « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est un soir de Noël quand même, ok, mais les pompiers devraient être un minimum actifs. » Il y a des voisins qui grimpent dans leur voiture et qui vont se rendre eux-mêmes directement à la caserne qui se trouve seulement à 4 km. Là-bas, ils tombent sur le chef des pompiers, ils le préviennent, mais les pompiers ne se rendront à la maison des Soder que 7 heures plus tard, vers 8 heures du matin. Bien sûr, quand ils arrivent, il n'y a plus de maison. Il reste le sous-sol recouvert d'un tas de cendres et de débris. Leur excuse, c'est qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre à cause de la guerre et du coup, il n'y avait personne de disponible ce soir de Noël. Et que le chef aurait bien été lui-même sur place, mais ne sachant pas conduire le camion de pompiers, il fallait qu'il attende quelqu'un. Et ce quelqu'un, il fallait qu'il finisse sa nuit de sommeil avant. Donc voilà. Donc là, vous vous dites, il n'y a rien qui va. Comment ça se fait? Mais ça continue. Ils partent à la recherche des restes des 5 enfants qui sont restés coincés dans la maison et ils trouvent rien. Absolument rien. Pas de restes calcinés, même pas d'os, que dalle. Le chef des pompiers annonce qu'ils doivent très sûrement être morts et que si on ne retrouve aucun os, c'est parce que le feu a littéralement tout brûlé, y compris leurs os. Ce qui, en vérité, est invraisemblable parce qu'il devrait rester les os au minimum. En plus, il reste de l'électroménager qui n'a pas eu le temps d'être détruit entièrement, ainsi que d'autres meubles. Donc, comment ça se fait que les enfants et leurs os, eux, ils ont complètement cramé jusqu'aux os, alors que ça n'arrive pas quand il y a un feu, quoi. Tous les gens qui ont assisté à l'incendie rapportent qu'à aucun moment ils n'ont senti d'odeur indiquant que de la chair était en train de brûler. Vraiment rien. Une semaine plus tard, toujours pas de traces des enfants ou que ce soit, la police en conclut que le feu était d'origine électrique et qu'ils sont morts pendant l'incendie. Ils remettent alors aux parents les 5 certificats de décès de leurs enfants. Mais les parents, face à tous ces trucs bizarres, ne sont absolument pas convaincus du verdict des enquêteurs. J'espère que vous aussi. Ils pensent que leurs enfants sont vivants et ont été kidnappés. En effet, le père est formel, il n'y avait absolument aucun problème électrique dans leur maison et un agent était d'ailleurs passé plus tôt pendant l'automne pour vérifier leur installation et tout était aux normes et en ordre. Georges suspecte un règlement de compte. Il se pose des questions sur tous les gens avec qui il a pu se disputer récemment. Il faut savoir que Georges, c'est un immigré italien qui est plutôt actif dans la petite communauté italienne qui vit aux environs de Fayetteville, et ce notamment pour exprimer son désaccord avec la politique en cours de l'époque en Italie, celle du dictateur Mussolini. Personne ne sait pourquoi il est parti d'Italie pour venir s'installer aux États-Unis, et la rumeur court qu'il aurait été impliqué dans des affaires pas nettes qui l'auraient poussé à s'expatrier. Mais bon, ça c'est des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, personne le sait. En tout cas, c'est ce que certaines personnes en ont déduit suite aux débats assez enflammés dans lesquels Georges aurait participé pour dire haut et fort qu'il ne portait pas Mussolini dans son cœur, contrairement à d'autres.
Il pense alors à cette théorie, celle que quelqu'un n'aurait pas été content d'entendre son point de vue et aurait, pour se venger, kidnappé ses enfants puis mis le feu à leur maison. Et justement, il se souvient d'un échange qu'il a eu avec un commercial qui serait venu chez eux pour essayer de lui vendre une assurance vie en porte-à-porte. Georges n'en voulait pas, ce qui aurait énervé grandement le commercial qui se serait mis à lui hurler dessus les choses suivantes, je cite. « Ta putain de maison va partir en fumée et tes enfants seront détruits. Tu vas payer pour les remarques dégueulasses que tu as fait à propos de Mussolini. » Ah ouais, quand même. On est sur des menaces. Très grosse coïncidence. 2 des fils qui ont survécu à l'incendie diront que quelques jours avant celui-ci, ils ont remarqué qu'un homme les observait sur le bord de la route alors qu'ils rentraient de l'école. Donc pour eux, il y a eu un coup monté. Le père dit que rien que le fait que la lumière ait tenu tout le temps de l'incendie dans la maison prouve que ce n'était pas un incendie électrique, car sinon, l'électricité aurait coupé depuis longtemps et il n'y aurait plus de lumière. Et tout le monde est témoin que c'était bien allumé à l'intérieur quand il regardait la maison brûler. Georges, le père, décide de construire un mémorial en l'honneur de ses enfants, là où se trouvaient les ruines de la maison, bien que la police lui a dit de tout laisser tel quel pour qu'ils puissent, eux, quand ils auront décidé de bouger leur cul, venir pousser un peu plus la fouille des cendres. Le père, ne supportant pas l'attente et la vue de sa maison détruite, construit son mémorial quand même. Pendant qu'ils s'affairent, Sylvia, une de leurs filles, trouve un objet dans le jardin, un truc rond, en caoutchouc, vert foncé. Il pense que c'est sûrement ce que la mère a entendu tomber et rouler sur le toit ce soir-là. Le père inspecte l'objet, il affirme que c'est une bombe à fragmentation que quelqu'un aurait lâchée sur leur maison et qui aurait causé l'incendie. Jenny, la mère, va de son côté faire une petite expérience. Elle croit vraiment pas à ce que lui a raconté le chef des pompiers, comme quoi tous les os de ses enfants auraient été consumés par le feu. Elle va essayer elle-même de brûler plein d'os et de carcasses d'animaux pour voir s'il en reste quelque chose. Et, quelle surprise, les os résistent au feu. Elle va échanger également avec un employé de crématorium qui va lui confirmer que même lui, quand il brûle les corps à 2000 degrés pendant plusieurs heures, il reste toujours les os à la fin dans le four et qu'il doit ensuite les mixer pour les rajouter aux cendres. Elle trouve même un article de journal à propos d'un incendie qui a ravagé une autre maison et qui a tué toute une famille de 7 personnes. Et même dans cette affaire-là, tous les squelettes ont été retrouvés sur les lieux. Conclusion, les pompiers et la police lui ont clairement mytho. Elle est alors convaincue que ses enfants sont toujours en vie et n'ont pas péri dans l'incendie comme les autorités essaient de lui faire croire. Il retrouve même l'échelle qui avait disparu ce soir-là, 23 mètres plus loin, dans un ravin. Il découvre également, quand je dis « il », je parle des Sodère, parce que la police, elle est retournée se tournait les pouces, bien sûr. Il découvre que leur ligne téléphonique n'a pas brûlé pendant le feu, mais a été coupée par quelqu'un et que c'était pas du tout une erreur parce que ça a demandé à cette personne l'effort de monter à 4 mètres de haut sur un poteau pour leur couper le soir de Noël. Donc, c'est pas une coïncidence, quoi. Avec au hasard une échelle, j'imagine. Bah oui, peut-être. Au pif, hein. Un voisin dit avoir aperçu quelqu'un ce soir-là transportant avec lui une poulie de chantier qu'il aurait volée au Sodère. La personne va être retrouvée et identifiée. Me demandez pas comment, je sais pas. La police, ils sont trop forts. Et elle va avouer avoir en effet coupé leur ligne téléphonique et volé leur poulie, mais par contre qu'elle n'a rien à voir avec l'incendie, bien sûr. Ils croient tous. Georges pense d'ailleurs que cette personne aurait aussi trifouillé et rendu inutilisables ces 2 voitures en noyant les moteurs. En ce qui concerne le coup de fil, la femme est elle aussi retrouvée, mais elle dira qu'elle s'est vraiment gourée de numéros ce soir-là et qu'ils n'ont plus rien, qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire. Non plus. Bien sûr. 1 an plus tard, en 1946, de nouveaux éléments font surface et viennent raviver l'affaire et la possibilité que les enfants soient vraiment en vie. Un chauffeur de bus dit qu'il est passé dans leur rue ce soir-là et qu'il a aperçu des gens en train de jeter, je cite, des boules de feu sur la maison.
Une femme qui regardait la maison brûlée dit, elle, qu'elle a vu une voiture passer et qu'elle a reconnu les enfants à l'intérieur de celle-ci. George lui-même va trouver dans le journal une photo représentant des élèves d'une école à New York et il y en a un qui ressemble étrangement à sa fille. Il va alors faire la route jusque New York, 9 heures de route avec une voiture d'aujourd'hui, donc juste pour donner un... parce que je ne sais pas combien de temps ça lui a pris à l'époque, mais bref. Et il y va pour parler aux parents de l'enfant et vérifier par lui-même si c'est sa fille ou pas. Mais les parents ne vont pas vouloir parler avec lui. En 1947, les Sodder vont demander l'aide du FBI, mais bizarrement, la police et les pompiers de Fayetteville vont refuser leur aide. Les Sodder vont alors embaucher un détective privé pour enquêter sur l'affaire. Celui-ci va leur révéler que le commercial relou qui avait gueulé et menacé le père de famille faisait partie du jury de police qui a conclu à un feu d'origine électrique et accidentelle. Ok, le commercial, il est de mèche dans la police. Allez savoir comment. Le détective rapporte également au Sodder les rumeurs qu'il a entendues comme quoi le chef des pompiers aurait trouvé dans les débris un cœur qu'il aurait emporté avec lui dans une boîte en métal et qu'il aurait enterré. Il confronte le chef de police, le chef des pompiers, je me suis trompée, avec cette info et celui-ci va avouer et va proposer de leur montrer la boîte et où il l'a enterrée. Elle est déterrée et à l'intérieur, ils y trouvent un foie de bœuf totalement frais. Il explique qu'en fait, il a fait ça pour que les parents le croient sur le fait que leurs enfants soient bien morts dans l'incendie. Alors, moi, là, par contre, j'ai pas compris son excuse, ça fait aucun sens, ça prouve que dalle, il n'y a rien de logique. Ça prouve surtout que tu as bien pris quelque chose sur place et qu'au dernier moment, quand tu t'es fait cramer, tu allais le remplacer par un foie de bœuf frais. Donc, j'ai rien compris à son histoire ou ce qu'il essayait de prouver, là, je vous avoue, à part qu'il est louche. Le père Sodder va alors persuader un pathologiste de mener une nouvelle fouille approfondie du terrain de leur ancienne maison. Ils vont déterrer des objets divers appartenant aux enfants comme des dictionnaires ou des pièces de monnaie, ainsi que des fragments d'os provenant d'une vertèbre qui vient de la même personne et que le pathologiste analyse et déduit qu'ils devaient appartenir à un adolescent. Ça pourrait donc être les vertèbres de Maurice, une des victimes des victimes présumées qui avait 14 ans. Mais le problème, c'est que les os ne semblent pas avoir été exposés au feu. Et d'ailleurs, comment c'est possible qu'on retrouverait même des os calcinés quand il y a des dictionnaires en papier qui, eux, se trouvaient dans la même pièce et qui n'ont pas brûlé du tout. Donc on pense que les fragments d'os ont été plantés exprès sur la scène de crime pour faire croire des restes des enfants Sodder. Parce qu'au final, vu qu'ils n'habitaient plus là, ils n'étaient pas H24 en train de surveiller la maison, le terrain de la maison. Il y a bien quelqu'un qui a pu aller foutre ça là, quoi. En tout cas, il y avait vraiment que ça. Il y avait que des fragments d'os. Il n'y avait pas genre 5 squelettes ou je ne sais quoi qu'ils ont soudainement retrouvés. Juste des fragments d'os appartenant à une seule personne. Pas calcinés, rien du tout. Donc, encore un mystère en plus parce que c'est pas logique. Normalement, il y avait 5 enfants qui restaient là-haut. Donc, pourquoi une seule vertèbre? Enfin, bref. La police lâche complètement les Sodder. Il qualifie l'affaire de sans espoir. Carrément, et ils la clôturent. Les Sodder, eux, ne perdent pas espoir. Ils impriment et diffusent des flyers avec des photos de leurs enfants partout. Ils offrent une récompense de $5 000 qu'ils doubleront ensuite pour toute information qui aiderait leur enquête. Je ne parle pas français. En 1952, 7 ans plus tard, ils feront ériger un panneau publicitaire sur le terrain de la maison et un autre le long de l'autoroute sur lesquels ils ont mis les photos des 5 enfants disparus avec le texte suivant. Je cite « Quel a été leur sort? Kidnappés, assassinés. Où sont-ils toujours vivants? $5 000 de récompense. » Ça porte ses fruits, car une femme va leur apporter de nouvelles informations.
Elle travaille en tant que serveuse dans un restaurant sur une aire d'autoroute qui se trouve à environ 30 km de la maison des Soder et elle dira qu'une semaine après l'incendie, elle se souvient plus trop la date par contre, elle aurait aperçu 4 des 5 enfants dans son restaurant et plus qu'aperçu même, elle leur a servi le petit déjeuner. Et elle rajoute qu'elle a vu une voiture avec une plaque immatriculée en Floride sur le parking et que les enfants étaient accompagnés de 2 femmes et 2 hommes d'origine italienne qui n'avaient pas aimé qu'elle s'adresse aux enfants et qu'elle leur pose des questions. Ils auraient tous arrêté de parler, puis elle n'aurait pas insisté et apparemment ils logeaient dans un hôtel sur l'aire d'autoroute de fou, et ils seraient partis le lendemain. Le père va mener l'enquête pour chaque nouvelle piste qu'on lui partage. Par exemple, on dit que sa fille Martha serait retenue contre sa volonté dans un couvent dans le Missouri. Il y a un bar de patron dans le Texas qui dit qu'il a entendu des gens faire des remarques assez suspectes à propos d'un incendie qui serait survenu un soir de Noël. Genre des gens qui se seraient confessés à son bar. Et ça continue. En 1967, George se rend à Houston car une femme lui a dit qu'un jeune homme bourré aurait avoué être son fils Louis. Au final, ça donne rien et il arrive même pas à retrouver la femme. Donc bref, voilà, ça tourne en rond. Jusqu'au jour où Jenny Soder, la mère, reçoit une lettre anonyme venant du Kentucky avec une photo à l'intérieur qui prouverait que son fils Louis est bien en vie. Elle montre un jeune homme adulte d'environ 30 ans qui ressemblerait fortement à son fils. Et au dos de cette photo, justement, il est écrit Louis Soder, j'aime frère Frankie. Alors là, j'ai pas compris ce que c'était. Je sais pas si c'est des deux. Il y a écrit, il y a 2 L, un I, un L, genre Lille, mais avec 2 L au début. Boys, A 901 32 ou 35. Cryptique. Là, à nouveau, la famille fait appel à un nouveau détective privé pour se rendre dans le Kentucky et étudier cette piste. Il n'est jamais revenu et il n'a jamais donné de nouvelles au Soder. Il a pris sa thune quand même. Je crois que c'est ça, je crois qu'il est tombé sur un mauvais. Ou alors il n'a pas été payé et du coup il n'a pas voulu continuer. Ils lui ont pas payé le ticket de bus. Mais la famille, ils ont quand même ajouté cette photo à leurs grandes affiches. Alors 2 grandes affiches et même ils l'ont imprimé en grand format, ils l'ont mis sur leur cheminée. Et ils sont convaincus que c'est bien leur fils Louis. George, le père, mourra en 1969 et le reste de la famille Soder continuera ses recherches et gardera espoir par la suite. La mère s'occupera des plantes qu'ils ont plantées sur le mémorial. Elle viendra les arroser jusqu'à sa mort en 1989. Et d'ailleurs, après sa mort, les enfants vont retirer les panneaux publicitaires, mais ils vont quand même continuer les recherches. Ils pensent que la mafia sicilienne aurait tenté d'extorquer de l'argent à George et planifier tout l'incendie, kidnapper les enfants qui vivraient maintenant en Italie. Ils pensent aussi que les enfants survivants ne se seraient jamais manifestés par la suite pour ne pas mettre les parents et leurs frères et sœurs en danger aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est un peu toutes les infos qu'il y a. C'était l'affaire de la disparition des enfants Soder. Elle n'est toujours pas résolue à ce jour. Et d'ailleurs, Sylvia, la dernière survivante de la famille, elle est morte l'année dernière, en 2021. Ok. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà. Est-ce que vous avez des théories? Est-ce que vous pensez qu'ils sont morts dans l'incendie ou qu'ils sont vivants? Parce que c'est quand même assez compliqué. Je pense pas qu'il soit mort dans l'incendie. Hein. Bah non. Ouais. Il n'y a aucun indice qui le prouve, quoi. Bah, moi, je pense qu'ils ont été kidnappés. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Parce que quand même, 5 enfants qui partent comme ça alors qu'ils ont leur chambre au même niveau que leurs parents, c'est bizarre. Mais peut-être, je me suis dit, peut-être qu'avant d'aller dormir, vous avez la ref, non, Louis et Maurice, qui voulaient dormir un peu plus tard, qui avaient demandé à leur mère de dormir un peu plus tard et qui devaient sortir de la maison tout seuls pendant que tout le monde dormait, pour faire entrer les vaches et les poules, ils ont peut-être dû tomber sur les personnes qui avaient prévu de faire le sale coup à la famille. D'ailleurs,
quand j'étais en train de me dire comment ça a pu se passer, je me suis dit et les deux là qui sont sortis dehors, est-ce que c'est les deux, est-ce qu'ils font partie des disparus? Et j'ai regardé dans la liste et oui, justement, ils font partie des disparus. Et je sais pas en fait, je comprends pas trop. Peut-être qu'ils voulaient que ceux qui ont fait ça, ils ont voulu peut-être seulement mettre le feu avec une bombe à la base, couper la ligne électrique, etc. pour que ça les empêche d'appeler les secours. Qui voulait que tout le monde meure, mais après, pourquoi aussi les kidnapper, surtout qu'il n'y a pas eu de rançon, il n'y a rien eu, c'était courant à l'époque en plus, genre dans les années, au XXe siècle, ces histoires de on kidnappe ton gosse et on fait des rançons, donc ils l'ont pas fait. Donc je vois pas trop comment les enfants ils auraient pu sortir aussi de la maison. C'est bizarre. Après, je connais pas la configuration de la maison, il n'y a pas de plan, malheureusement, je sais pas trop. Je me demande si les personnes sont rentrées à l'intérieur, sachant qu'il y avait leur sœur qui était en train de dormir sur le canapé. Fallait passer devant, fallait être sûr qu'elle n'allait pas crier, fallait monter à l'étage devant peut-être la chambre des parents, récupérer 5 enfants. En plus, ils étaient tous, il y en avait qui étaient en plus ou moins en bas âge, donc je sais pas, ça peut crier, ça peut dégénérer. Je sais pas, c'est bizarre d'aller les chercher à l'étage, c'est pas possible. Donc comment ils sont sortis? Tu sais, ou sinon je pensais à une espèce de bombe lacrymogène, mais qui endort, tu sais, pour que personne ne se rende compte de rien. Le gaz, il y avait certains gaz qui étaient utilisés aussi pour endormir les gens dans les hôpitaux, je crois, à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas tout ce qu'on avait nous maintenant. Tous les anesthésiques, les trucs comme ça, quoi. Je pense qu'il y avait plutôt un gaz à faire respirer, un peu comme le gaz hilarant, quand on va chez le dentiste, tout ça. Donc peut-être il y avait ça, ouais. Si la police et ou les pompiers sont dans le coup, et qu'en plus, ils ont une échelle dans la bibliothèque avec le colonel Moutarde, à un moment donné, il y a le feu chez toi, on te fait signe avec un uniforme de descendre, tu suis, tu vois. Bah oui. Et du coup, ça pourrait être une explication de, en fait, ils ont descendu calmement en se disant, on va se faire sauver par des gens de métier, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que la mère, elle a entendu la bombe tomber. Le truc roulé, dès qu'il y a eu de la fumée, elle s'est levée. Donc, comment ils pouvaient être sûrs elle aurait vu, quoi. Ils auraient accès aux enfants comme ça aussi facilement sans que les parents, eux aussi, se réveillent pendant l'incendie. C'est bizarre. Et même, je sais pas, les parents, les enfants, je sais pas. On a 86% vivants dans le chat. Ouais. Ouais. C'est un peu comme Yves Godard, sans sa jambe. 86% vivants. C'est ça. Que la jambe vivante. Mais ça sent une commande d'enfants par des riches et puissants. Peut-être. Je sais pas. Après, si là, c'est la mafia, chose, je sais pas si c'est le genre de choses qu'ils faisaient. Puis même, je vois pas ce qu'ils ont fait des enfants. Peut-être qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont kidnappé et ils les ont tués plus tard, se rendant compte que. Mais pourquoi ils ont pas fait de rançon ou fait. Vous voyez ce que je veux dire, genre faire narguer la famille parce que t'aurais pu leur laisser leur gosse et ils auraient cramé dedans. Je sais pas. Il y avait $5 000 à se faire sur les panneaux, quoi. En plus. $5 000 à l'époque, c'était énorme en plus. Ouais. Peut-être que moralement, c'était plus percutant de voler des enfants plutôt que de leur demander de l'argent et leur faire bien voir, voilà ce qui vous arrive maintenant. Pourtant, la mafia, soi-disant, leur théorie, c'était qu'elle voulait leur extorquer de l'argent. Donc au final, ils ont rien extorqué du tout. Donc mais les gosses peuvent travailler pour eux après, quoi. Oui, c'est vrai. Après, je connais pas trop les histoires de mafia, donc je sais pas trop par rapport à cette piste. Mais aussi, je trouvais ça bizarre qu'ils aient choisi un soir de Noël pour faire ça, parce que c'est quand même un moment où tout le monde est réuni ensemble. Tu sais pas à quelle heure ils vont aller se coucher. C'est bizarre, tout le monde est dans un esprit, comment dire, ensemble, quoi. Donc est-ce que c'est c'est bizarre pas justement le soir où il y a le plus de lumière à l'intérieur et que du coup, de l'extérieur, tu peux facilement voir ce qui se passe dans la maison? En plus, les rideaux étaient ouverts. Raison de plus, tu vois. Puis ça fait passer aussi un message, tu vois, de faire ça le soir de Noël. J'avoue. Quitte à être un criminel, là, t'es un putain de criminel, quoi. Ouais, moi, je pense que c'est ça. C'est pareil, j'ai pas un savoir énorme sur tout ce qui est mafia, mais peut-être que c'est du... Pardon, c'était trop tentant. C'est pas grave. C'est peut-être des signe sur signe à chaque fois. On prend tes enfants le jour de Noël, le machin, tu ne retrouveras jamais. T'as voulu nous ceci, cela, et voilà ce qui t'arrive. Il y en a qui coupent les doigts, il y en a qui coupent la langue, il y en a qui... Peut-être qu'eux, ils ont voulu la jouer comme ça, ouais. J'avoue. Après, c'est vrai que ils auraient pu aussi kidnapper les enfants sur le chemin de l'école parce qu'ils étaient en train de les observer déjà. Après, je sais pas, peut-être qu'ils étaient en train de réfléchir comment ils allaient faire et tout, mais ça les guettait déjà. Ça lui a dit, ouais, ta maison va brûler. Bah ouais.
sais pas. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un code d'honneur aussi on ne tue pas les enfants, on ne tue pas... Ouais, Et sûrement, puis, sûrement. on La va pas les famille, buter, les mais on va les Italiens, prendre. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Excellent. des mafieux dans le chat ou pas? Sondage dans le chat. Juste pour savoir. Tu peux faire un sondage, Yop? Y a-t-il des mafieux dans le... Est-ce qu'il y a des je mafieux vous dans adore, la hein. salle? Je vous adore, je respecte de ouf, c'est vraiment, je vous kiffe. Vraiment, les mafieux. En tout cas, la police et les pompiers qui sont dans le coup bizarre aussi, c'est chelou. Enfin, ils ont dû se faire payer. Hein. Si c'est la mafia, bah, ils Oui, ont oui. l'argent, ils les payent, hein, voilà. Mais bon, Oui, puis il y avait aussi beaucoup d'histoires où justement, il y a des gens qui sont payés par eux, payés grassement, et du coup, Mhm. ils font tout ce qu'on leur demande. Et puis après, ils disparaissent complètement. Il y a les détectives privés qui disparaissent aussi, effectivement, aussi. Mm. Très bizarre. puis son histoire de cœur aussi dans une boîte en ferraille, si c'est vrai, pourquoi il a récupéré un cœur Bah oui. un cœur, genre, j'ai récupéré le cœur, j'ai mis dans une boîte. Pourquoi faire? Mais ça, il y a beaucoup d'histoires comme ça où les familles recevaient un doigt, ou recevaient Oui, oui, c'est vrai, oui. une oreille, ou en leur disant, bah voilà, toutes les semaines, je vais t'envoyer un morceau de ton fils ou de ta fille, tant que t'as pas payé ça, ou tant que t'as pas fait ce qu'on te demande, quoi. Ouais. Tout ça, c'est des symboles, c'est vraiment un cœur dans une boîte, et ben, je pense que c'est vachement symbolique, en fait. Ouais, c'est beaucoup de symboles. Hein. Ça veut même pas dire que c'est vraiment le cœur de quelqu'un. Non, non. Ça peut être justement le foie de bœuf. C'était symbolique aussi. Disons que là, pour l'instant, c'est ça, mais la prochaine fois, ça sera pas du bœuf, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait ça. Peut-être. Donc, genre le chef des pompiers, t'es un pourri au point de garder le cœur chez lui, genre, il l'aurait pas... Enfin, je sais pas pourquoi ils sont... Bah, les pompiers sont pas clean déjà. Hein. Oui, les pompiers sont pas clean. Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être eu des menaces. Si tu le fais pas, ça sera tes enfants. Si tu Bah, le fais c'est pas, ça. ceci, ça sera... Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et encore une fois, j'adore les mafieux. Hein. On sait pas, tu l'as dit tantôt, peut-être que le père avait le père ou la mère avait des fréquentations louches, devait de l'argent. On sait jamais, hein, dans ces temps-là, justement. Et Je puis reviens pour la prohibition, là, mais aux États-Unis, les gens, ils s'achetaient des trucs, disons, qui étaient illégaux, puis c'était à des montants exorbitants. Puis, ils contractaient des dettes qu'ils n'étaient pas capables de payer. Ouais. Ou alors carrément des terres. Ils achetaient des terres à exploiter, ils demandaient de l'aide comme ça, et on disait, il faut que tu rembourses. Et puis quand ils n'y arrivaient pas, je pense que voilà. Puis on dirait même que le commercial, il a été exprès les voir pour faire... Enfin, je sais même pas si c'est vraiment un vrai commercial, parce que voilà, quoi. Et on dirait qu'il a fait exprès d'aller s'énerver contre lui et de lui dire... Enfin, qu'il était déjà visé, genre en mode... il venait pas lui vendre une assurance pour de vrai, genre il venait déjà lui dire j'ai tout ça contre toi et tu vas y passer, quoi. Parce que pourquoi tout de suite ta maison va brûler, tes enfants... Comment il sait qu'il y a des enfants aussi? Peut-être que... Enfin, après, moi, j'étais pas là ce jour-là, je sais pas s'il y avait des enfants à la porte, mais... Voilà, quoi. C'était soudain, très ciblé. Oui, t'as dit des trucs sur Mussolini, nanana, donc c'était juste un... Ouais, bah oui, c'était un numéro de se présenter à sa porte en tant que commercial. Parce qu'en plus, comment ça se fait que lui, en Pecno, là, commercial, il est dans le jury de la police, enfin, pour décider que... Raison de plus pour dire qu'il est pas commercial, c'est un accident, tu sais. Ouais. Enfin, voilà. Il y a des choses qui sont pas nettes. Voilà, c'était l'affaire Soder. Bah, merci. Excellent, bravo. Vanille. Trop cool. Bravo. Et bien, il nous en reste encore une à faire. On est sur 3 heures de live. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et bah écoute, Dan, c'est quand tu veux. Moi, ce soir, je vais vous parler des disparus de Mourmelon. Alors, il faut vraiment, vraiment rester... Non, voilà, le nom fait rire, tu vois, il n'y a pas que Yop qui rigole. Mourmelon. Mourmelon, ça claque. Ouais, alors, il y a quelque chose... En fait, c'est pas juste cette histoire, et c'est que, en fait, j'avais un choix, c'est pour l'intro. J'avais 2 idées en tête, et il faut vraiment écouter jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un petit truc. C'est pas un retournement de situation du tout, mais c'est quelque chose... c'est assez bizarre, ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'en ai parlé avec vous, je vous ai même fait voir les preuves. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Appelez les gens qui sont partis, dites-leur de revenir, parce que c'est super important. Et voilà, donc je vais vous parler des disparus de Mourmelon. Alors, Mourmelon-le-Grand est une commune française située dans le département de la Marne, en région Grand Est. Elle abrite sur son territoire l'un des plus importants camps militaires de France, et c'est ce camp militaire qui va nous intéresser ce soir.
L'affaire des disparus de Mourmelon est une affaire criminelle dont la lenteur et les incertitudes de l'enquête entre 1982 et 2003 ont marqué les esprits. Elle concerne la disparition dans les années 1981 de 8 jeunes gens, principalement des appelés du contingent ou des conscrits, qui devaient faire leur service militaire, donc pas forcément de vrais militaires, mais c'était voilà, comme on faisait nous, le service militaire à l'époque, qui maintenant n'est plus obligatoire. Donc ils avaient tous les disparus avaient fait de l'autostop à proximité du camp de Mourmelon. C'est aussi la séquestration et le viol en 1988 en Saône-et-Loire d'un autostoppeur hongrois qui a permis aux enquêteurs d'être mis sur la piste du seul suspect identifié. Suspect vers qui nous reviendrons un peu plus tard. Donc il y a des petites choses un peu glauques, donc préparez-vous quand même. C'est pas super joyeux et voilà. Bon, il est minuit et demi, donc c'est bon. Coucher les enfants. Ouais, voilà, donc trigger warning, il y a... Alors, j'ai pas tout détaillé, parce que je pense que les détails un peu sordides, j'en ai enlevé quelques-uns, parce que c'était pas important. Le plus important dans cette affaire-là, c'est le rapport que vont avoir les policiers, les juges, l'État français. C'est ça a été un vrai bordel. Et voilà, il n'y a pas de spoiler, c'est pas encore résolu aujourd'hui quant au nombre de morts et à la résolution de tous les meurtres. Avec le procès d'Outreau, qui pour mémoire a été une affaire d'agression sexuelle sur mineurs en bande organisée, cette affaire reste aujourd'hui l'un des exemples les plus médiatisés de la défaillance de la justice française dans la résolution d'affaires complexes. On peut pas voir autre chose que ça, parce que c'est vraiment ce qui saute aux yeux le plus dans cette affaire. D'autres cas de disparition similaires dans la même région et à la même période, ou dans d'autres garnisons où le suspect était affecté, n'ont pas été joints à l'affaire en dépit des demandes des familles. Quelques-unes de ces disparitions avaient en effet été classées par l'armée comme des désertions. Donc on ne veut pas se prendre la tête, qu'est-ce qu'on fait ? On les voit plus, ils ont déserté. Ouais. À l'époque, c'était, il y avait tellement de militaires parce que c'était obligatoire que les désertions, c'était monnaie courante. Maintenant, on peut très bien dire je veux pas faire l'armée et on s'en va et point barre. C'est ce qui m'est arrivé. On m'a demandé si je voulais, j'ai dit non. C'était vraiment la fin, à mon époque, c'était vraiment la fin du service militaire obligatoire. Voici tout d'abord quelques faits chronologiques sur l'affaire. À partir de janvier 1980, 8 personnes disparaissent dans la région de Mourmelon, près de la caserne. Ces disparitions inexpliquées, dont certaines étaient des appelés du contingent, font régulièrement la une des journaux et embarrassent magistrats, enquêteurs et militaires eux-mêmes au sein de leur caserne. Les autorités militaires nient d'ailleurs qu'il s'agit de disparitions inquiétantes et préfèrent parler, encore une fois, de désertion. Comme ça, pas de papier à faire, on va les chercher, on va pas les chercher, on s'en fout. Plusieurs militaires ont brusquement disparu après leur départ en permission alors qu'ils faisaient de l'autostop. À l'époque, on pouvait passer son permis pendant son service militaire. Alors je ne sais pas si maintenant c'est encore valable, mais les soldats n'avaient pas forcément l'argent pour acheter une voiture, alors l'autostop était assez pratique pour eux, pour rentrer chez eux, lors des permissions, ou alors pour visiter le centre-ville de Mourmelon. Le fait que certains des disparus aient été accusés de désertion retarde le démarrage d'une enquête plus approfondie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque, le service militaire, comme je l'ai dit, n'était pas obligatoire. Et ceux qui ne voulaient pas le faire n'avaient pas d'autre choix que d'intégrer la caserne et d'ensuite se barrer pendant une permission. Les premiers déserteurs présumés furent Patrick Dubois, disparu le 4 janvier 1980, et il faisait partie du 4e régiment de chars de combat de Mourmelon. Donc là, vraiment au centre de la caserne. Ensuite, il y a eu Serge Avette, qui a disparu le 20 février 1981 et qui faisait partie du 3e régiment d'artillerie de Meilly. C'est Meilly-le-Camp, qui est donc une caserne qui est vraiment très très proche de celle de Mourmelon. Ensuite, il y a eu Manuel Carvalho, disparu le 7 août 81, qui faisait partie du 4e régiment de dragons, toujours pareil à Mourmelon. Et enfin, le 20 août 1981, Pascal Sergent, 503e régiment de chars de combat à Mourmelon aussi. Alors déjà, le fait que tous soient disparus de Mourmelon ou de ses alentours n'a pas vraiment alerté le corps militaire. C'est un peu bizarre parce que c'est un triangle. Quand on regarde sur une carte, tous les camps les camps militaires où les personnes ont disparu, ça forme une espèce de triangle. Donc on est vraiment sur une zone très très précise. Le 31 octobre 1982, la découverte du cadavre d'Olivier Donner au sud de Mailly-le-Camp, donc
encore une fois, toujours dans le même département, dans le département de l'Aube. On l'a retrouvée dans un bosquet bordant la route nationale 77. Et cette découverte entraîne l'ouverture d'une information judiciaire à Troyes. On commence à évoquer, vite fait, la possibilité d'un tueur en série dans la région en prenant compte les autres prétendues disparitions. Donc là, il y a un petit début d'enquête, mais ça ne s'est pas développé, vraiment à un point national. Le 2 août 1984, à défaut d'autres disparitions, les dossiers Dubois, Havette, Sergent et Donner sont clos par la justice française. On n'a pas retrouvé les corps, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, alors on laisse tomber. Voilà. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est par rapport aux militaires, est-ce que c'est par rapport à plein de choses? Pour l'instant, on n'en sait pas trop. Le 27 août 1985, une information judiciaire est ouverte pour séquestration de Patrick Denis, un civil technicien en tir de fusée, disparu le 23 août 1985. Là, c'est un civil qui vient à Mourmelon pour essayer il étudie en fait sur les tirs de fusée. Et là, c'est lui qui disparaît sans être arrivé encore à Mourmelon. Donc c'est vraiment sur la route d'arrivée. En août 86, l'adjudant-chef Pierre Chanal est muté au centre d'équitation militaire de Fontainebleau. Il continue à se rendre régulièrement au paraclub de Mourmelon. Alors même si cette information vous paraît un peu anodine, retenez bien ce nom car nous en reparlerons un peu plus tard. Le 13 août 1987, une information judiciaire est ouverte dans l'affaire O'Keeffe à Saint-Quentin. Alors je sais qu'il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de personnes, mais vous inquiétez pas, de toute façon, après je vais refaire un petit déroulé de tous les événements avec la personne concernée, plus des faits un peu plus détaillés. Donc pas de panique, toutes ces dates-là vont vraiment être un peu plus claires avec vous. Pour vous, c'est juste pour vous montrer que ça s'est passé vraiment sur une période quasiment tous les ans. Et voilà, c'est vraiment pour montrer ça. En 1990, on recense pas moins de 7 disparus. 5 appelés entre 1980 et 82. Un civil, donc, qui était technicien en tir de fusée. Et enfin, un militaire appelé à affecter au 4e régiment de dragons, qui disparaît lui aussi en 87. À ces disparitions peuvent être également ajoutés 2 corps retrouvés à proximité du camp. Donc celui d'Olivier Donner, militaire appelé au 4e régiment de dragons, est disparu le 30 septembre, et retrouvé le 31 octobre, donc quasiment un mois plus tard, dans un bosquet, non loin de Mailly-le-Camp. Il était posé sur le ventre, avec les bras en dessous le corps. Voilà, une position vraiment bien distinctive, puisqu'on va le retrouver après avec le corps du touriste irlandais, donc Trevor O'Keeffe, dont je parlais tout à l'heure, retrouvé le 8 août 1987 près d'Elancourt dans l'Aisne, et le corps, pareil, à moitié enseveli, dans la même position que celui du corps de Donner. Et pareil, dans un petit bosquet, donc caché à la vue de tout le monde. Le 30 avril 1987, c'est au tour de Patrick Gache, 4e régiment de dragons de Mourmelon, de disparaître mystérieusement alors qu'il était en permission. Le 9 août 1988, près de Mâcon, l'affaire des disparus de Mourmelon prend une toute autre tournure. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Des gendarmes de Saône-et-Loire sont intrigués de voir un camping-car Volkswagen Combi vert stationné dans un chemin sans issue débouchant sur une ligne TGV en construction, située sur la commune de Buissière. Les gendarmes s'approchent en pensant que ce véhicule appartient à des écologistes opposants au projet TGV. Donc c'était un projet de TGV devant passer par cette commune. Les gens ne voulaient pas. Il y avait déjà eu des altercations avant, donc ils faisaient quand même leur petit tour assez souvent. Et heureusement qu'ils ont fait ce tour-là, ce jour-là. Ils tombent sur le propriétaire du véhicule, un certain Pierre Chanal, visiblement mal à l'aise, qui explique qu'il est sous-officier profitant de sa permission pour aller faire un peu de tourisme. Un des 2 gendarmes demande les papiers d'identité de Pierre Chanal et s'aperçoit qu'il a été affecté au 4e régiment de dragons à Mourmelon de 77 à 86. Pendant ce temps-là, l'autre gendarme, resté en retrait, fait le tour du véhicule et aperçoit au travers d'une des vitres du haillon la tête d'un homme entravé et enroulé d'une couverture. Il était attaché par une sangle qui lui entourait le cou. Et par son regard, en fait, avec des roulements de ses yeux, il arrive à expliquer aux gendarmes donc, qui le voient qu'il est enfermé ici contre son gré. Le regard de quelqu'un qui est dans cette position-là peut vouloir dire beaucoup de choses à ce moment-là. Donc, il supplie qu'on le détache,
et on entend quand même des petits gémissements, même s'il a un bâillon sur la bouche. Une fois détaché, il explique qu'il a subi 20 heures de sévices sexuels. La victime est un jeune Hongrois de 20 ans. Il explique que Pierre Chanal l'a pris en autostop la veille au soir au péage de Chalon-sur-Saône et il accuse l'adjudant-chef de l'avoir séquestré et violé. Le tout filmé en partie par Chanal. Lors de la fouille du combi, les gendarmes retrouvent des preuves permettant de compromettre Pierre Chanal, des objets à caractère sexuel et une caméra comprenant des scènes décrites par l'autostoppeur. Il y a beaucoup plus d'informations sur ça. Voilà, encore une fois, je n'ai pas voulu développer parce qu'on peut très bien imaginer comment s'est passé là le film, qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire faire. Enfin voilà, c'est avec tout ce qu'ils ont retrouvé, ça parle de ça. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Sur place, les gendarmes commencent à établir un lien semi-direct avec l'affaire des disparus de Mourmelon. La perquisition de son véhicule et de sa chambre au Metz dévoile ses manies sexuelles. On a retrouvé donc des photos d'appelés nus sous la douche, des cassettes VHS assez explicites. Et puis, alors autre chose, ils ont retrouvé plein de slips qui étaient ou tachés, ou découpés, ou dans des sacs, ou gardés vraiment précieusement pliés. Et Pierre Chanal n'a rien trouvé de mieux que de dire c'est à moi et j'en change assez souvent. Enfin, très bancal. Voilà. On commence à avoir un peu la psyché de... Attends, et il essaye quand même de se justifier alors qu'il y avait un mec ligoté à côté, quoi. C'est mi-string. C'est ça. Mais alors, en ayant conscience de tout ça, comme tu dis, il essaye encore de se justifier. C'est parce que ça s'arrête pas là et parce que ça finira quasiment jamais jusqu'à... Mais attendez encore un peu. Le 11 août 88, Pierre Chanal est mis en examen et écroué. Chanal, si précis sur les autres sujets, refuse avec obstination d'évoquer les disparus de Mourmelon. C'est-à-dire que dès qu'on lui parle, il se bloque dès que le thème est abordé. Pendant son interrogatoire, il a compté les secondes et les minutes de 6h à 23h30. On ne lui a pas accordé son temps de repos réglementaire. Je pense qu'ils ont chopé quelqu'un, ils ont dû lui dire « Toi, c'est quand même vachement chelou ce que tu fais ». Ils ont dû le pousser. Mais ce qui, eux, ils oublient de mettre en avant à chaque fois, c'est que c'est un militaire et qu'il a de l'entraînement. Donc il refuse de signer sa déposition. Sur une des cassettes audio trouvées dans sa chambre, on peut y entendre des chants nazis, en fait. Donc on continue dans la déchéance, en fait, du gars. Et on l'entend aussi jouer des petites scénettes pornographiques. Quelqu'un bien sous tout rapport, en l'occurrence un militaire qui normalement doit être droit, il doit être suivi psychologiquement, théoriquement, hein, c'est surtout quelqu'un qui est haut gradé. On découvre au fur et à mesure plein de petites choses. Et toutes ces petites choses-là vont être cachées aussi parce que c'est un gradé. Et qu'on n'a pas le droit de salir. Donc on a des choses comme ça un peu importantes en France. C'est les militaires, c'est l'État, c'est les hommes politiques. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sortent maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose... voilà. Vient cette partie-là mais qui est Pierre Chanal ? Faisons un petit retour en arrière. Pierre Chanal est né le 18 novembre 1946 à Saint-Étienne. Son père est dur et avare. Il boit beaucoup pour obtenir sa docilité lors des rapports sexuels et il brutalise sa femme. Est-ce que c'est un quelconque rapport ? Tout ça, on ne peut pas le savoir. J'ai discuté ça avec un pote pas plus tard que ce midi. On s'est dit que est-ce que c'est gravé en l'intérieur de l'humain ou est-ce qu'il y a un moment, il y a un truc qui pète ? Les deux. Oui, peut-être, ouais, c'est sûrement ça. Ouais. Alors, Pierre n'a aucune relation avec son père ni avec sa mère. C'est-à-dire que déjà tout petit, pour lui, ses parents n'existent pas, quoi. Il ne gardera aucune relation d'ailleurs après avec ses parents, après son départ du cercle familial. Et fait troublant, c'est qu'il ne se souviendra même plus s'il a eu 16 ou 17 frères et sœurs. Pardon ? Au bout d'un moment, tu les comptes plus, quoi. Donc déjà, ça fait beaucoup, enfin je trouve. Et puis, de sortir ça, c'est quand même assez étrange. De sortir quoi ? De où ? De sortir ses frères et sœurs du chapeau. Faut les sortir, les 17 quand même. De dire j'ai 17 frères et sœurs, mais je sais pas si c'est 17 ou 16. Surtout qu'il dit que lui n'a jamais eu de... Voilà, comment il peut savoir après qu'est-ce qui a fait que ça l'a intéressé plus que ça. Donc on voit déjà que les connexions commencent un petit peu à se défaire. Il quitte l'école à 14 ans pour commencer un apprentissage de pâtissier, mais n'achève pas sa formation. En 1962, âgé de 16 ans, il passe son brevet de planeur et commence à sauter en parachute. Il fera 17 000 sauts. Ensuite, il rentre à l'usine et part à l'armée à 18 ans.
En 1964, il s'engage, mais à cause de varices et de pieds plats, ainsi que d'un souffle au cœur, on lui interdit les paras. Donc, le rêve de sa vie s'écroule vraiment parce que lui, il voulait sauter en parachute, être dans les commandos, aller sur le terrain. Qu'il en a fait 17 000 déjà. Oui, mais en 17 000 en tant que amateur. C'est du saut de comment on appelle ça, c'est de parapente. Non, c'est des sauts pour s'amuser, quoi, pour passer du temps. non voilà. Ouais. Amateur, finalement, oui, effectivement. En amateur, quoi, on pourrait dire, éventuellement. Attends, je cherche le mot. Ah oui, en amateur, c'est En ça. amateur, oui. Putain, je l'avais sur le bout de la langue. C'est sûrement peut-être cogner la tête aussi, hein. Ça arrive souvent. Ça y est, hop, il En se cogne sautant la tête. Ah, peut-être que ça tombant, bouscule. 17 000, il a pas pu se recevoir bien à chaque, quand même. Peut-être que c'est ça qui l'a tocolouk dans le tas de la tête. Il est intégré ensuite à la cavalerie, donc à Mourmelon, et suit avec succès l'école des sous-officiers. En 1970, il passe sergent-chef et en 1974, adjudant-chef. En 1976, quand son père meurt, il ne va même pas à son enterrement. En 1977, c'est l'année où il bascule. Une nuit, il démolit à coups de pied une tente et sous la menace de son pistolet mitrailleur fait sortir les appelés en slip et les force à faire des exercices dans la neige. Lors d'un bivouac, il brise la mâchoire d'un des soldats. Un autre jour, il tire à balles réelles au-dessus de leur tête. D'ailleurs, cet exploit lui vaut un article dans Libération et une mutation. Il devient responsable des corvées et c'est quelqu'un qui va se renfermer ensuite sur lui-même et qui va être très très souvent mal jugé par son grand-père, même après avoir grandi. Son grand-père le juge vraiment, le traite de moins que rien. Et un jour, ça pète avec son grand-père parce qu'il a caché des armes. Il les a entreposées chez lui, chez son grand-père, sans lui avoir dit. Et depuis ce jour-là, il est vraiment banni à tout jamais de la famille. Ensuite, il va s'acheter donc un caméscope, qui à l'époque était vraiment un objet assez rarissime. Parce que déjà dans sa tête, ça commençait à se dire, tiens, je vais commencer à filmer tous les militaires qui sont dans la douche ou en entraînement ou ceci ou cela. Les vlogs. C'est les premiers vlogs, ouais, en 1980, quoi. Tu te rends compte ? Pour le montage, c'était quelque chose. Le 4 janvier 1980, Patrick Dubois disparaît. Donc c'est la première disparition. Et c'est Chanal qui constate son absence. Comme de par hasard. Il engage la procédure et la transforme en désertion. Donc il n'a pas disparu, il a déserté. C'est facile pour lui. Le 20 février, donc c'est au tour, le 20 février 81, c'est au tour de Serge Avette. Donc voilà, on revient avec les dates que je vous ai citées tout à l'heure, mais là avec plus de précision et pourquoi et comment est-ce qu'il a fait toutes ces petites manipulations pour dire que tous ceux qui ont disparu étaient des déserteurs. Ensuite, c'était le tour de Manuel Carvalho, aussi affecté à Mourmelon, et ce dernier avait confié son étonnement à ses proches, de se dire on a trouvé ça quand même bizarre qu'il ait disparu de cette manière. Alors, les parents de Carvalho sont totalement méprisés par l'armée. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de chercher, de savoir ce qui a bien pu se passer pour lui. Mais malheureusement, on leur dit non, il a déserté, on ne s'occupe pas de lui. Lorsqu'ils se rendent à la caserne, ils n'arrivent même pas à récupérer les affaires de leur fils. En août 81, c'est Pascal Sergent qui part en mission et qui ne reviendra en permission, et qui ne reviendra jamais. La mère de Serge Avette, Gisèle, de son petit prénom, n'accepte pas l'inertie de la justice et le silence obstiné de l'armée, à l'alerte des journalistes. Les premiers articles sur le triangle maudit, donc c'est vraiment l'endroit où tout se trouve, commencent à paraître. Le 30 septembre 81, c'est Olivier Donneur qui disparaît. Chanal participe à l'enquête. C'est lui qui organise l'audition des appelés. Le 31 octobre 82, le cadavre d'Olivier Donneur est découvert. Donc comme on a dit, un mois plus tard. Ce qui entraîne l'ouverture d'une information judiciaire. On commence à ce moment-là à évoquer l'existence d'un tueur en série. Donneur est la seule victime homosexuelle de la série et son corps est retrouvé dans un trou plein d'ordures. 2 ans plus tard, les dossiers Dubois, Avette, Sergent et Donneur sont clôturés par un non-lieu. On ignore ce qui s'est passé avec le dossier de Manuel Carvalho. Ensuite, en mai 85, après 4 mois passés au Liban, Chanal reçoit une médaille d'or, enfin une médaille du mérite. Donc il ne vient pas à la remise de cette médaille. Le 23 août 85, Patrice Denis, 1m80, donc c'est le civil qui se rendait en autostop pour un tir de fusée au camp de Mourmelon, disparaît. Donc il n'a même pas le temps d'arriver là-bas.
C'est un jeune homme de bonne famille sans problème. L'argument de la désertion, du coup, ne tient plus. C'est ça qui est important de préciser. Bah oui. C'est que, du coup, là, c'est un civil. Il faisait pareil, il faisait du stop. Est-ce qu'il est tombé sur la mauvaise personne ? Je pense que ça serait beaucoup ça, ouais. Je voulais en parler de ça, de l'histoire de la désertion. Là. Ça peut pas durer longtemps. Il y avait autant de désertion que ça pour que ça passe. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont cherché à se faire réformer pour éviter le service militaire. Mais une fois que t'es dedans. Mais une fois que t'es dedans, ouais. Il y avait. C'est l'armée aussi, hein. Oui, mais autant de désertion dans l'armée, tu vois. En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient pas faire l'armée. Et ils y étaient obligés, quoi. Ouais, mais désertion, c'était quand même chaud, tu vois. Autant il y a toutes les anecdotes des réformés, tu vois, les fameux réformés P4. Parce que quand tu désertes, ils vont pas s'amuser à aller te chercher. Hein. Donc ça peut être la seule solution parfois, quoi. C'est donc un premier donc, civil qui a disparu et qu'on ne retrouvera jamais. Tous les médias s'emparent de l'affaire. Le capitaine Vaillant et le maréchal des logis de Tarbes sont chargés de l'enquête. Ils reprennent tout à zéro. Il faut savoir donc à ce moment-là qu'il y aura beaucoup de ce qu'on appelle les patrons, donc c'est eux qui s'occupent de toutes les enquêtes. Il y aura une succession de 6 patrons et de 4 juges d'instruction pendant son enquête qui durera 15 ans. Il va entendre des centaines de bidasses, les bidasses, ceux qui étaient à l'armée, qui vont tour à tour leur expliquer qui était Chanal, comment ce que ça se passait dans la caserne. Ils vont même faire appel à des voyantes et à des radiesthésistes. En août 86, Chanal est muté au centre équestre de Fontainebleau, endroit qu'il déteste et où il est très sévère avec les fils à papa qui y sont planqués. En avril 87, Patrick Gache, affecté au 4e régiment de dragons, quitte le camp pour ne plus jamais y revenir. Chanal s'était rendu donc ce jour-là au paraclub de Mourmelon. Les enquêteurs ne se sont avertis de la disparition donc, de Patrick Gache qu'au mois de juillet. L'attitude de l'armée est manifestement volontaire puisqu'elle fait des fouilles et des ratissages avant de prévenir la gendarmerie. Donc ils essayent quand même de faire quelque chose, mais c'est pas grand-chose. En août 87 est découvert le cadavre de Trevor O'Keefe, autostoppeur irlandais. Il est enterré dans la même position que Donner, donc c'était face contre terre, avec les bras comme ça sous le corps. Donc ça c'était le portrait de Chanal, ainsi que les faits déjà évoqués plus tôt, à ce détail près que Pierre Chanal fait à présent partie de l'équation. Cet adjudant-chef et instructeur au camp de Mourmelon, au 4e régiment de dragons dans la Marne, de 77 à 86, donc au même moment que l'affaire qui nous intéresse ce soir. De nature discrète, décrit comme un gentleman, il voue un respect total au règlement. Très dur au service comme à l'effort, il a des états de service irréprochables. Il pratique chaque matin un footing de 15 km, s'entraîne au combat au corps à corps et se passionne pour les ULM. Donc quelqu'un qui est physiquement assez alerte, assez vif, acéré, voilà. Il ne fume pas, il ne boit pas, il est célibataire et n'ayant aucune vie amoureuse, amicale ou familiale. C'est l'armée et toutes ses passions qui sont à côté qui comptent le plus pour lui. Il ne prend pas de vacances ou quand il part en week-end, il vit dans son camping-car. Ses hobbies sont le parachutisme, le deltaplane, l'aéromodélisme et une collection de livres sur le nazisme. Bah oui. Donc voilà. Moi, franchement, ce qui me choque, c'est s'intéresser aux ULM. Donc, on peut y voir des photos. Il a aussi une grosse collection de photos de Panzer, de la Garde Noire, des jeunes fauves du Führer, etc., etc. Donc, ça rajoute encore au lore en fait de ce personnage-là. Il aime aussi le close combat et le matériel militaire. Très bien noté par ses supérieurs. Quand il part un peu en week-end, il ne fait que des visites de champs de bataille, ou de forts, ou de tranchées, ou de partout où est-ce qu'on peut évoquer en fait la guerre. Et ce qu'on a découvert après, ou ce que les psychologues ont découvert après, c'est qu'il n'aimait que les jeunes garçons timides, longiformes, imberbes et vulnérables. Mais il n'a jamais eu vraiment de vrai rapport avec un partenaire, quel qu'il soit. Il n'a jamais eu de petits copains ou de petites copines, en fait. Et après, ils en ont déduit qu'il pouvait, entre guillemets, toujours pareil, parce que rien n'a été vraiment établi, qu'il pouvait tuer en fin de semaine pendant les permes, le plus souvent au mois d'août, et au bord des routes désertes à la tombée de la nuit. Ce n'est pas un compulsif, mais un homme méthodique, et à dater de son arrestation, attention, accrochez-vous, les disparitions cessent. Comme de par hasard, encore une fois. Bah alors ça, c'est clairement une coïncidence. En octobre 88, on demande à un expert, Loïc Le Ribot, de venir faire des recherches en fait, dans le quartier du prévenu, et on découvre donc dans son mess 27 cheveux
qui sont mis sous scellés et 6 n'appartiennent pas à Chanal, mais à des individus différents. De même que pour 4 poils pubiens, qui n'appartiennent pas à Chanal non plus. Son explication, c'est qu'il a ramené dans sa chambre un matelas qu'il a trouvé dans une décharge. Vu sa maniaquerie, le mensonge est évident. Et le 23 octobre 90, une cour d'assises condamne Pierre Chanal à 10 ans de réclusion criminelle pour viol, attentat à la pudeur et séquestration du jeune Hongrois. Lors de son procès, on découvre un Pierre Chanal de 42 ans, extrêmement physique, les muscles saillants, le visage émacié aux orbites enfoncées, les joues creuses, les mâchoires carrées, les lèvres minces, les cheveux en brosse. Il ne dit rien, il reste dans son mutisme. Et malheureusement, les juges ne vont même pas faire attention à tout ce qu'il y a eu avant et vont lui dire écoutez, on a retrouvé un gars dans votre camionnette, c'est pas bien, c'est méchant, on vous met un peu en prison. Donc il va rester 4-5 ans en prison. Mais en revanche, tous les autres disparus, ils sont complètement laissés à l'abandon. Jusqu'au moment où il y a les parents en fait, des victimes qui ont disparu et qu'on n'arrive pas à retrouver vont faire appel à des détectives privés qui vont mener des enquêtes au péril parfois même de leur vie parce que ils vont faire des recherches. Tout ce qui concerne les militaires, c'est très très compliqué de faire des recherches sur eux. Donc ils vont vraiment vraiment risquer beaucoup de choses. Il y en a qui vont aller même en prison. Parce qu'ils vont dépasser un peu les bornes en faisant des recherches dans des hôpitaux pour avoir vraiment toutes les infos au sujet de tout ce qui a été récolté. Et puis il faut savoir que l'ADN, c'est toujours pareil dans ces années-là. C'était les années 80, début d'années 90, c'était pas vraiment mis en avant. Et donc ils vont trouver des traces, mais on va à chaque fois leur reprendre tout. Et beaucoup disent que le corps militaire a tout fait pour camoufler un peu toute cette affaire. Parce qu'ils en auraient pris vraiment plein la tronche et qu'encore une fois, les militaires ne doivent pas en prendre plein la tronche parce que c'est l'ordre et la loi. Pierre Chanal va entamer une grève de la faim, mais personne ne l'écoute, tout le monde s'en fout en fait qu'il fasse sa grève de la faim parce que pour l'opinion publique, il est vraiment coupable d'avoir fait tout ça, même si, encore une fois, sur les 8 disparitions et corps retrouvés, il y aura seulement 3 dossiers réouverts. Et tout le reste, les familles essaient de se battre à chaque fois, prennent des rendez-vous, essaient de voir l'armée, mais à chaque fois on les met dehors, on les refuse. Voilà. Il est interné ensuite à Villejuif dans un hôpital psychiatrique parce que sa place ne peut être que dans un hôpital psychiatrique au vu de tout ce qu'il a caché, tout ce qu'il a essayé de faire croire à tout le monde. Donc on lui dit c'est l'endroit où on va le mettre parce qu'on ne veut pas le mettre en prison. Encore une fois, c'est un militaire de carrière qui a eu des médailles et que par respect, voilà, on va le mettre, on va essayer de le soigner. Et donc, une fois arrivé à l'hôpital psychiatrique, on va le mettre un peu sous médicaments. Lui va pas forcément les prendre. Et il va mettre fin à ses jours courageusement, en fait, en s'attachant des élastiques récupérés sur des joggings. Donc, sur ces joggings, il va se mettre 2 élastiques sur chaque jambe au niveau de l'artère fémorale. Il va laisser bien gonfler et ensuite avec une lame de rasoir qu'il a cachée dans son étiquette en fait, étiquette à l'arrière à l'arrière de ses vêtements, il a caché une lame de rasoir. Il va se sectionner à l'aine les artères fémorales et se vider tout doucement de son sang en prenant bien soin de se couvrir en fait, de remonter sa couverture jusqu'au menton. Il va remonter sa couverture pour que ça soit découvert le plus tard possible et puis pour voir comme ça enfin partir. C'est une mort lente. Oui, mais au moins c'est une mort lente, mais personne va le voir. Ouais. Il va pas s'étouffer, il va pas voilà. Et il est découvert donc par un infirmier qui va essayer de le sauver, mais qui n'y arrivera pas parce qu'il s'était déjà très largement vidé de son sang. Et donc l'affaire s'arrête là. Il est mort. On peut plus le juger. Les familles sont catastrophées. Ça pleure dans tous les sens parce que ceux disparus n'auront jamais de finalité en fait à cette histoire. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que voilà, donc ça a été, et encore maintenant, encore aujourd'hui, après tant de temps, et même en 2015, il y a eu des nouvelles. On a ramené le dossier un peu sur le devant, sans jamais encore avoir de résultats du tout. Donc il sera mort en emportant ses secrets. Et il y a toujours donc l'expert qui avait été dépêché pour ça dira que c'est quand même bizarre. Un gars comme ça, et il va même soulever un truc qui peut paraître anodin, mais qui est vraiment un peu important, c'est qu'il va dire il avait un dentier, c'est tout bête, hein, mais personne ne s'en est jamais aperçu. Ça veut dire qu'on n'a jamais fait
vraiment attention à lui, qu'on a fait des prises de sang pour savoir s'il n'y avait pas de drogue, mais jamais personne n'a essayé de savoir plus que ça. On l'a interviewé, on l'a interrogé, on l'a mis dans des endroits pour essayer de canaliser, de savoir ce qu'il en était. Et jamais personne ne s'est dit, tiens, on va plus s'intéresser à lui, en fait. C'est fou. Il donnait pas de signes, il répondait pas, alors on l'a laissé, quoi. Et voilà, et toutes les affaires, c'est comme ça, on n'a pas d'infos, on clôture le dossier, de toute façon, c'est des déserteurs, on s'en fout, voilà, c'est le petit peuple, quoi, qui est mis en avant. Et donc le même expert continuera plus tard en disant peut-être qu'il n'était pas tout seul, en fait. Peut-être qu'il y avait quelqu'un avec lui et peut-être qu'il a fait 60 ou 80 victimes. Ah ouais. Mais ça, on ne le saura jamais. Et actuellement, en fait, son palmarès, entre guillemets, c'est entre 8 et 17 victimes. Oui, ok, ouais. Donc c'est peut-être ce que lui aurait fait à ce moment-là. Et là où c'est encore même plus curieux, et ça rejoint un petit peu le premier dossier que je voulais faire et que j'ai laissé tomber, c'est que théoriquement, il a été déclaré comme légende urbaine. Ah ouais. L'affaire des disparus de Montmelon est une légende urbaine. Ah ouais. Et c'est le seul, en fait, c'est un peu le tampon qu'on met sur le dossier à la fin. Ouais. Et le tampon c'est marqué. C'est-à-dire qu'on va pas se prendre la tête. Non, il a pas tué autant. Il a peut-être il a violé un gars. C'est peut-être un mec chelou qui avait des tendances un peu sadomaso, qui avait une attirance pour le nazisme. Mais voilà, c'était quelqu'un qui a fait quand même l'armée, machin, etc. Et du coup, c'est estampillé comme légende urbaine. Ouais, mais une légende urbaine, c'est... Là, il y a vraiment eu des vrais disparus. Oui, deux théoriques, en fait. Selon les dossiers qui ont été validés ou selon les dossiers qui ont été laissés tomber. Officiellement, quoi. Ouais. Et le gars dans un trou avec la poubelle, enfin les déchets. Mais ils n'ont rien trouvé sur lui, il n'y a pas de... Pas de traces, quoi. Il n'y a pas vraiment de traces, il n'a jamais dit oui, c'est moi. Et à l'époque, voilà, on n'a pas toutes les techniques maintenant, mais quelqu'un qui va dire non, je ne l'ai pas tué, on va s'arrêter là. Ouais. En 2015, quand l'affaire reprend du service, là, c'est les familles ou c'est des... C'est les familles, c'est que les familles. C'est les familles, hein, c'est uniquement les familles. C'est pour ça que c'est clos à chaque fois, quoi. L'armée laissé tomber, et c'est l'armée qui a annoncé la légende urbaine en disant vous avez fabulé autour de cette personne-là. Il fallait un coupable et il se trouve qu'il avait des petites déviances, donc on va dire que c'est lui, mais prouvez-le. Et comme personne n'a réussi à le prouver, que tous les experts ont été un peu mis sur le côté, ont été mis en examen, ont été même parfois écroués. Oui, oui. À un moment, ils ont fermé un peu leur bouche en disant non, là on peut plus rien dire. Et puis si tu dis, c'est comme les mafieux, c'est pareil, on revient. Ouais. Si tu parles, ça peut être compliqué pour toi, et puis ta carrière elle est foutue, et ceci et cela. Et à l'époque, c'était facile de dire ça. Ouais. Maintenant, ça devient compliqué parce qu'avec tous les petits médias, avec tous les pseudo-journalistes, ça peut, voilà, on brise tous les tabous, on brise toutes les chaînes qui peuvent entraver en fait les recherches. Voilà. Et du coup, alors pourquoi est-ce que je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin ? Parce qu'il s'est passé quelque chose de très très bizarre. Il s'est passé un truc étrange, c'est que je voulais faire au début un dossier sur les légendes urbaines. Et pour moi, comme j'ai dit à la fin, ça a toujours été une légende urbaine pour moi, parce qu'on me l'avait raconté. Et j'étais petit quand on me l'a raconté, et je ne savais pas qui me l'avait raconté. Et j'ai demandé à mon père il y a 3 jours, je lui ai dit où est-ce que tu as été faire ton service militaire, et il m'a même précisé à Montmelon. Et c'est de là, je pense, quand j'étais petit, qu'il m'a dit ça. Après, je lui ai demandé l'année, et c'était à peu près entre 3 et 4 ans avant les vraies disparitions. Donc, à 3 ou 4 ans près, je ne serai pas là ce soir. Ça et le fait que tu t'appelles Dan Chanal. Ta ta ta. Ah, le complice, ouais. Ouais, le complice. Mais j'ai pas 103 ans non plus, les gars. Ouais, j'avoue. Ça va, déjà. Non, mais ton père pourrait être le complice. Mon père peut-être. Non, mais à 3 ans d'écart, tu sais, il en passe dans les... Est-ce qu'il aurait un van vert ? Dans les casernes, j'allais dire. Non, mais mon père fait des vannes. Ouais. Ah. Ouais, il en passe du monde, tu vois. Surtout que c'est ça. le service militaire obligatoire à l'époque, autant dire que tous les jeunes de 18 ans passent là-bas. Enfin, à part ceux qui peuvent pas y aller, tu vois, mais tous les jeunes y sont, quoi. Donc, c'est-à-dire que t'as, je sais pas combien de centaines de personnes se retrouvent dans les casernes militaires, donc, tu vois...
C'est Donc il y a Amour-Melon, pour ceux qui sont pas de la région parisienne, donc il y a Amour-Melon et Salle de Vincennes qui est assez costaud aussi, où voilà, moi j'ai été appelé, mais j'ai pas fait l'armée parce que ça a sonné 2 fois, j'ai pas répondu en fait. C'est plus pour ça, j'étais sur répondeur. Désolé les mecs, je suis sur Blocktel. Je suis en plein stream, je fais de la merde, donc rappelez-moi plus tard. Allez, ciao. Ciao. Donc voilà l'histoire de Pierre Chanal et mon histoire perso du coup, parce que Bah oui. j'étais peut-être à 3 personnes de cette personne. Bah ouais. Peut-être qu'il y avait un instructeur qui a appris à mon père des Oui. choses, voilà, et que cet instructeur-là, donc involontairement, c'est ça. Enfin, j'aurais préféré être à 3 personnes de Superman ou de quelqu'un d'autre, mais bon, On choisit pas. c'est Pierre Chanal. Bravo. Trop bien. Merci. Bravo. Ça a duré 2h30. Bravo. Nana. Bravo à cool. tous. Eh bien, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Un grand merci à mes invités de qualité. Vous avez vraiment assuré ce soir. Et je vous propose de faire un petit tour de table, tiens. Si vous avez des trucs à ajouter, ou alors nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets. Et il y a Vanny qui fait nom de la tête, alors vas-y, tu peux commencer. Eh ben, vous pouvez me retrouver dans mon podcast C'est Creepy. Très bien. Xara, Ben moi, j'ai pas encore de podcast. pour l'instant. Bientôt. J'attends mes 50 abonnés. Mais vous pouvez me trouver sur le Discord des Antipodes. Je suis C'est à quel nom? simple modératrice. Xellerie, barre verticale. C'est compliqué surnom. Sinon, vous pouvez me trouver à Montréal. Bah, très bien. Et toi, Dan, dis-nous tout. Alors moi, donc vous pouvez me retrouver sur Creepy Story, le podcast horrifique. Et puis bientôt des petits projets qui auront peut-être un rapport avec le CU, le Creepy Universe. Ce serait cool. Voilà, donc je suis en train d'écrire des petites choses. On en a plus ou moins discuté rapidement. Le Creepyverse. Le Creepyverse, c'est ça. C'est le Creepyverse, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je suis en train d'écrire pas mal de petites choses. Donc Creepy Story toujours, une fois par mois. Et je vais essayer aussi de redévelopper les podcasts que j'avais en cours et que j'ai pas vraiment eu le temps de développer sur mes passions telles que la street food. Voilà. Allez écouter, on est de la street. Ça change vraiment beaucoup de Creepy Story, mais c'est rigolo et ça donne faim un petit peu. Donc c'est bien. Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Et vous, monsieur Indigo, dites-nous tout. Oh là là, on se vous voit tellement on se connaît. Arrêtez. Merci. Vous pouvez me retrouver dans le prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. Vous me retrouvez dans Avant d'aller dormir, évidemment. Dans 4000, vous connaissez. Twitch, un jour peut-être. Il va falloir que ça revienne, Qui ça sait commence à être urgent. Vous pouvez me trouver plutôt BG, mais calmez-vous. Et après, vous pouvez me trouver sur partout les réseaux, Instagram, tout ça, quoi. Bientôt en live sur ma chaîne. On a un live très Et spécial. bientôt en live, ouais, t'as raison. Yop a atteint les 500 followers Ouais. sur sa chaîne Twitch. Bravo. Merci. Et il m'a convié à un live cuisine un peu particulier, un live dégustation plutôt. Ouais, live dégustation, ouais. J'ai tellement pas hâte. On va faire une petite FAQ ensemble. On va répondre à des questions en mangeant des sauces pimentées de plus en plus épicées. Un petit Oui. Antoine, quoi, en fait. Pas impossible que je taxe quelques slips à Pierre Chanal. Ah bah il en a à foison. Il y a tout ce qu'il faut. Il en a toute une garnison. Du bleu, du vert, pas de même couleur de chaque côté. Enfin bref, il y a de tout. Well. Eh ben c'est parfait. Ben, pour ma part, hein, c'est sur Twitch. Hein, et puis, même si la saison du rendez-vous de l'étrange est terminée, les lives vont continuer. À partir de décembre, je vais essayer de rajouter un petit live goûter, reprendre les lives goûter. Et peut-être aussi, Génial. aussi essayer de faire une interview chaque semaine. J'aimerais bien. Ce serait trop cool. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner au compte Insta du Rendez-vous de l'étrange, soutenir le podcast sur Patreon pour avoir accès à des bonus, tout ça. Ou rejoindre la communauté des Antipodes dont Xara parlait. Tous les liens sont dans la description. Et je voudrais remercier quand même, avant de partir, les subs du soir. Xara du coup pour ton 2e mois, Indigo pour ton 12e mois, Calista pour son 6e mois, Rémi Dark pour son 11e mois,
et le petit tabouret du 56 pour son 8e mois. Vous êtes vraiment trop géniaux. Merci pour votre soutien, c'est trop cool. Et merci à toi, Yop, de nous avoir invités. Et puis merci à tout le monde parce que ça fait vraiment. J'avais un petit peu peur d'être face aux deux demoiselles ici présentes qui avaient déjà fait l'exercice avec, comme on dit dans le métier, avec maestria. Même ça, je vais rater, tu vois. Avec maestria. Donc, ouais, c'est cool d'avoir fait des trucs avec vous, mesdemoiselles. Et puis, bon, bah, sur un Dixgo. Wow, les trois. C'était trop bien. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on vous donne rendez-vous en 2023 pour la saison 2. À bientôt, prenez soin de vous et bisous. Bisous. Bye. Au revoir.